Henri Laurence est notre invité, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes historien titulaire de la chaire d'histoire contemporaine du monde arabe au Collège de France. Cet entretien s'inscrit, on le sait maintenant, sur TV5 Monde dans le cadre de notre partenariat. C'est tous les 15 jours. Alors, le Collège de France remonte à François Ier au XVIe siècle et très vite, c'est une institution, un centre de savoir qui va s'intéresser au monde arabe, non pas à la politique contemporaine à l'époque, mais en tous les cas à la culture du monde arabe. Est-ce que selon vous, Henri Laurence, tout cela, cette antériorité, est-ce que ça donne une intimité particulière des rapports entre la France et le monde arabe? De toute façon, disons, à partir du milieu du XVIIe siècle, c'est-à-dire le moment où commence à se constituer ce qu'on appellera plus tard l'orientalisme, la culture arabe est intégrée au cursus des cultures classiques de l'humanisme français et de l'humanisme européen. Et si vous parlez du rôle du collège, c'est surtout Antoine Galland au début du XVIIIe siècle qui fait la première traduction des Mille et une nuits et qui crée en quelque sorte les Mille et une nuits comme monument de la littérature mondiale. Alors ça fait maintenant plus de 40 ans, vous étiez étudiant à l'époque, que vous étudiez à la loupe cette région du monde, ce monde arabe. Tiens d'ailleurs, y a-t-il un monde arabe aujourd'hui ? Certainement plus aujourd'hui qu'il y a 20 ans ou 25 ans, parce que le monde arabe, ça peut être défini comme une unité, un espace en tout cas, de sentiments et d'appréhension du monde. Et cela a été en particulier dans les années 50 et 60 par le biais de la radio. Et puis ensuite, ça s'est largement diminué et ça a repris dans les années 90 avec vos télévisions, c'est-à-dire les télévisions satellitaires, le phénomène Al Jazeera, etc. Et là, on a vu la différence parce que où vous mettiez les pieds dans le monde arabe au Maroc ou dans le Golfe, etc., vous tombiez dans votre chambre d'hôtel sur la télévision branchée sur Al Jazeera ou dans les aéroports. En langue arabe classique, donc. Qu'est-ce qui a changé entre ce monde arabe que vous étudiez quand vous aviez 18 ans, 20 ans à peine, et ce monde arabe d'aujourd'hui ? En tout cas, pour ce qui concerne le Moyen-Orient, déjà, c'était évidemment une région déficient où il y avait des tensions et des conflits. Mais aujourd'hui, la situation a atteint des niveaux de désastre humain absolument épouvantables. Cela dit, quand j'ai commencé à étudier, en 1977, je suis allé au Liban. Donc, le Liban était déjà depuis 2 ans en guerre civile. Quel est le problème? À quoi l'imputez-vous? On entend souvent parler de pétrole, d'or noir, qui serait le malheur du monde arabe. Vous dites en tous les cas que ce n'est pas forcément une dimension religieuse, même si la dimension existe, mais que c'est une question identitaire éminemment. Pas identitaire, si vous voulez. Bon, il y a 2 phénomènes, mais qui sont liés. Ce qu'on peut appeler d'un côté la question d'Orient, autre question d'Occident, c'est-à-dire l'opposition des grandes puissances régionales ou mondiales dans cet espace. Et de l'autre côté, l'Occidentalisation ou la modernisation des sociétés, c'est-à-dire la création des États modernes et des sociétés modernes. Et ça est complètement entremêlé. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'acteur politique local ou régional qui n'a pas un ou plusieurs soutiens internationaux. Et inversement, il n'y a pas de puissance internationale qui n'a pas des alliés, des acteurs, des gens à défendre dans cette région du monde. La France s'est longtemps targuée historiquement d'être une puissance musulmane, j'ai bien dit une puissance musulmane, notamment avec l'Algérie. Ensuite, on a beaucoup parlé de la politique arabe de la France, sous le général de Gaulle, sous François Mitterrand, sous Jacques Chirac. Après, ça a semble-t-il changé. En quoi ça a changé selon vous? Est-ce qu'elle existe encore, cette politique arabe de la France? Bon, le général de Gaulle n'a jamais utilisé l'expression, il utilisait la politique franco-arabe. C'est plutôt ses successeurs, en particulier Valéry Giscard d'Estaing et puis plus tard Jacques Chirac, qui ont utilisé le terme politique arabe. Non, le problème, c'est justement s'il y a ou non un consensus arabe entre le Golfe et l'océan. Selon l'expression, aujourd'hui, vous avez plutôt des tensions, des regroupements de blocs contre blocs. Et en conséquence, vous êtes plus ou moins obligé de choisir entre telle ou telle tendance, avec des difficultés tout à fait considérable, parce que tel acteur sur tel plan ne peut être intéressant ou favorable aux intérêts français, mais sur tel autre plan nous être hostile. Ouais. Le monde arabe a connu des grands empires, abbassides, omeyyades, fatimides notamment. Aujourd'hui, on a le sentiment que tout est décentré. Pour preuve, les 25 et 26 juin, ce sera à Bahreïn, peut-être un des
pays arabes les plus petits au monde, qui va accueillir ce sommet, notamment initié par les États-Unis, pour parler notamment du règlement du conflit israélo-palestinien et pour aplanir les différends qui opposent notamment, vous allez nous dire s'il existe d'ailleurs, le monde chiite et sunnite. Pourquoi est-ce que ça se passe plus aujourd'hui en Irak, en Syrie et en Égypte, ex-puissance arabe, et pourquoi ça se passe plutôt dans cette région du monde arabe? Enfin, officiellement, ce n'est pas un sommet, c'est juste un atelier de travail. On promet quand même le deal du siècle, l'accord du siècle, entre Israéliens et Palestiniens. Pour l'instant, c'est purement économique, d'après ce qui est indiqué. De toute façon, c'est le rôle du Golfe, et le Golfe, comme zone productrice de pétrole, vous avez parmi les premiers, pas seulement producteurs, mais surtout exportateurs mondiaux. Et ça a déjà commencé dans la fin des années 60, en 1967, au sommet arabe de Khartoum. Le roi Faisal d'Arabie Saoudite a en gros fait un chèque avec l'émir du Koweït à Nasser et au roi Hussein pour financer la lutte contre Israël, en demandant au passage que l'Égypte cesse de combattre l'Arabie Saoudite au Yémen et de façon plus générale. Non, cette région est absolument gangrénée par la rente pétrolière qui a des aspects économiques positifs, mais aussi des aspects économiques et politiques totalement désastreux. Est-ce que vous attendez quelque chose, vous, comme historien? Comment est-ce que vous allez observer ce rendez-vous? Ce n'est pas la première fois qu'on présente un plan de paix. On se souvient des accords d'Oslo, il n'en reste plus grand-chose. Tu sais, d'abord, l'historien a déjà du mal à prédire le passé, donc pour l'avenir, c'est un peu plus compliqué encore. Mais au-delà, je crois que pour l'instant, personne n'a d'illusion sur cet atelier de travail ou sur ce deal du siècle. Les avis sont essentiellement négatifs un peu partout. Ouais. Il y a un consensus international pour dire qu'il faut deux États, un État israélien et un État palestinien. L'État israélien existe depuis 1948, il n'y a toujours pas d'État palestinien. Comment expliquez-vous que ce projet ne se concrétise pas? Les rapports de force sur le terrain, essentiellement. Dans la mesure où les Palestiniens sont la partie la plus faible et qu'il n'y a pas de grande puissance qui soit vraiment en volonté d'exercer des pressions pour équilibrer. De l'autre côté, on voit mal comment ça peut sortir. Si vous voulez, en simplifiant un peu les choses brutalement, les Palestiniens ont le droit pour eux, mais pas la force. Et les Israéliens ont la force, mais pas le droit. Et donc la négociation doit se situer dans une... Pourquoi ils n'ont pas le droit, les Israéliens? Parce qu'il y a un droit international qui interdit les annexions et il y a des résolutions de l'ONU qui interdisent ce qui s'est fait à Jérusalem et dans les territoires occupés, et des résolutions du Conseil de sécurité. La Cour internationale de justice, au début des années 2000, a dit que le droit à l'autodétermination du peuple palestinien c'est opposable à tous, contra omnium. Mais que pensez-vous de la position de la France dans ce conflit? Elle était présente au moins par les mots sous Jacques Chirac, ce n'est plus le cas. Le tournant, c'est quoi? C'est le 11 septembre, on a le sentiment que la politique française, d'ailleurs pas spécialement sur la question du monde arabe, mais c'est décentré et qu'elle va beaucoup plus du côté de Washington que du côté, on va dire, d'autres grandes puissances, Brésil, Afrique du Sud, Chine, Inde, sur ces questions. C'est surtout, il y a deux choses. La première, est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir une politique française indépendante ou faut-il passer dans le cadre de l'Europe? Mais si on passe dans le cadre de l'Europe, il faut travailler avec des antagonismes européens parce que tout le monde n'a pas les mêmes positions. Ouais. Et puis l'autre point, c'est que le gouvernement français, la présidence, quels que soient les présidents, sont gestionnaires de la situation intérieure française et ce conflit se répercute à l'intérieur de la société française, comme se répercute aussi dans la société britannique ou allemande ou américaine. Donc ce n'est pas un simple conflit de politique étrangère, c'est aussi quelque chose qui pèse lourd sur la politique intérieure d'un ensemble de pays. Et ce qui pèse lourd aujourd'hui aussi au Moyen-Orient, c'est la rivalité entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Pourquoi se détestent-ils à ce point, chiites, sunnites, ou est-ce que c'est galvaudé de le présenter seulement ainsi? Disons qu'ils ont utilisé l'argument. Au départ, si vous voulez, évidemment, il y a les deux côtés du golfe de puissance. De l'autre, il y a le fait... L'Iran n'étant pas un pays arabe, bien entendu, précisons-le. Que la révolution islamique de Téhéran en 1979 a émis une prétention de régir l'ensemble de l'islam, ce que l'islam sunnite a évidemment refusé, ce qui a donné... Avec un clergé, Oui, ce qui a donné une opposition confessionnelle sunnite-chiite, mais la politique de l'Arabie Saoudite est aussi une politique contre les frères musulmans.
Ouais. et qui sont donc intégralement sunnites. Donc vous avez aussi un conflit sunnite-sunnite à côté d'un conflit sunnite-chiite. Il ne faut pas résoudre à ce seul conflit. Et vous avez la provocation qu'en gros, il y a quelques mois encore, des responsables iraniens s'étaient vantés que l'Iran contrôlait 4 capitales arabes, c'est-à-dire Damas, Bagdad, Beyrouth et Sanaa. Justement, aujourd'hui, l'Arabie Saoudite accuse l'Iran d'occuper, c'est le mot d'occuper, les pays dont les capitales sont celles que vous venez de citer. L'occupation. Donc là, c'est moins l'accent religieux, même s'ils l'ont utilisé. L'Arabie Saoudite reprend le manteau de l'arabisme contre une domination iranienne, ou supposait-elle. En tout cas, disons que c'est 20 ou 30 ans de géopolitique qui conduisent à cette situation. Alors en mars dernier, Henri Laurence, vous avez organisé un colloque qui s'intitulait « La France et le Moyen-Orient, Irak, Syrie, Liban », des pays sur lesquels vous travaillez. 2 points, de la violence à l'espoir. La violence, elle est là, on la voit hélas tous les jours. L'espoir, où est-il ? L'espoir, il y a toujours des gens qui sont là pour en avoir, et c'est plutôt réconfortant. Moi, je suis plutôt dans le pessimisme pour l'instant, parce que je ne vois pas de point de sortie immédiate. Vous avez pour l'instant une multiplication de crises locales qui prennent des aspects internationaux. Justement, est-ce que vous parleriez d'ingérence, notamment des États-Unis? À un moment donné, on parlait d'un redécoupage du Moyen-Orient avec des plans, alors parfois avec des thèses conspirationnistes, parfois avec des éléments étayés. Qu'en est-il au juste? Et qu'il y a des gens qui ont toujours rêvé de modifier les cartes. Non, les frontières telles qu'elles ont été fixées, en gros, après la Première Guerre mondiale, elles sont, semble-t-il, destinées encore à durer. Elles durent depuis pratiquement un siècle. Les accords de Sykes-Picot, disons San Remo, pour être plus clair, avril 1920. Le problème, si vous voulez, c'est que vous ne pouvez rien faire avec les États-Unis à l'heure actuelle, vu la conduite qu'ils mènent, mais vous ne pouvez rien faire sans les États-Unis. Parce que ça aussi, c'est quand même celle qui a les moyens militaires, les moyens de pression, etc. Donc, on ne peut rien faire sans eux, on ne peut rien faire avec eux. Donc, on est dans une impasse. Merci beaucoup, Henri Laurence, historien du Collège de France. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde.